Donc ensuite, vous pouvez nous parler, ben justement on en était là, de l'arrivée à Boisseron de l'électricité, de l'eau et du tout à l'égout. Et du gaz. Bon, alors l'électricité est arrivée en même temps que moi, c'est-à-dire en 1926. Alors je me rappelle, enfin que j'étais pas bien grave évidemment, mais mon grand-père qui habitait Boisseron, ça a pris l'électricité comme beaucoup de personnes. Mais à cette époque-là, les gens avaient peur. Hein. Alors on avait peur que ça mette le feu, on avait peur de s'électrocuter, alors on mettait l'électricité le moins possible. Alors je me rappelle que mon grand-père, encore dans sa salle de séjour, il y avait une grosse lampe à pétrole, et je crois que jusqu'à la fin de ce jour, il a conservé cette lampe de pétrole. Et puis alors, il avait l'électricité dans la cuisine et dans sa chambre. Est-ce que les rues du village avaient l'électricité à ce moment-là? Pardon? Les rues du village. Alors là, vous me posez une colle, pour le raison, c'est qu'en 1926, je ne me rappelle pas si donc on verra. Tout ce que je peux vous dire, parce qu'à cette époque-là, moi j'habitais Sommières, mais mon père et ma mère habitaient Sommières. À Sommières, j'ai vu le monsieur qui allumait les becs de gaz. À Sommières. À Sommières. D'accord. On regardera dans le livre de M. Aubert, parce que c'est indiqué. Alors, l'eau. Alors, l'eau est arrivée en 40... Non, un peu plus tard. Voyons, je m'excuse, les dates exactement, oui, ça peut varier d'une année à l'autre. Autour de 1950. Et avant, où se procuraient l'eau? Alors, dans Boisseron, il y avait des puits. Et il y avait une dizaine de puits. Et il y avait 3 puits communaux. Et puis, chaque propriétaire qui pouvait avait son puits. Et on prenait l'eau au puits. Alors, dans les puits communaux, il y en a un qui... Alors, il y en avait un qui se trouvait là-bas, en face de l'église, là. À l'église. Il y en a un qui était sous l'ancienne poste, là, qui se trouve juste enfin, à l'ancienne poste, quoi. C'est-à-dire, actuellement, pour les nouveaux habitants, c'est sous la coiffeuse. Il y en avait un qui se trouvait, donc là, on l'a dit tout à l'heure, sur la route de... le puits au Maz. Au Maz. Ça, c'était les 3 puits communaux. Et puis, je ne sais pas s'il y en avait une autre, je ne sais pas, je n'ai pas entendu dire. Le puits de chez M. Bérard, il est privé, lui. Un bout de... Un bout, là, peut-être il était communal, celui-là, peut-être il était communal. Comprenez comment... Après, je me souviens qu'il y avait, par exemple, dans la rue des Remparts, il y avait un puits chez M. Michel et Mme Leroux. Et il y avait des puits certainement chez vous, dans les deux maisons. Oui, c'est-à-dire que souvent le puits servait à 2 ou 3 propriétaires. Voilà. Quand ils étaient voisins, alors ils avaient un puits qui se servait du même puits. Et l'eau, elle se trouvait entre 30 et 35 mètres. Hein. Et effectivement, moi je me souviens en tout cas que pour la rue des Remparts, le puits de M. Leroux était ouvert aux habitants de la rue des Remparts. Oui. On avait les Jean-Jean, c'était à peu près normal que les gens se viennent... Voilà, on allait chercher son eau potable, surtout très très potable et très fraîche. Je peux raconter une petite histoire, et ça c'est... Un jour, j'ai un ouvrier qui va chercher de l'eau pour prendre l'apéritif au puits qu'il y a sous la poste. Il descend, quand il remonte, il y a eu un chat mort dedans. Il a jeté l'eau, il a redescendu et il a repris son eau. Voilà. Alors, bon, on n'était pas trop regardant sur l'hygiène. Ce puits est protégé aujourd'hui pour que l'eau reste potable. Hein. Il est fermé, un cadenas et tout, de façon à ce que ça peut avoir en principe, l'eau est potable. Moi, j'ai un puits là, où l'eau est potable. En principe, tous les puits ont l'eau est potable. D'abord, elle se trouve à 35 mètres, alors elle est purifiée par tout ce qu'elle traverse. Par toute l'épaisseur de la terre. Le tout à l'égout. Alors le tout à l'égout est arrivé en 52, un peu plus tard après, quelques années après. Et là c'était bien parce que autrefois il n'y avait pas de tout à l'égout, l'eau circulait au milieu des rues. Et bon, il n'y avait pas la machine à laver, l'eau on l'a tirée. On l'économisait, donc il n'y a pas de grandes inondations dans les rues. Mais enfin, l'eau des rivières, tout ça coulait dans la rue. Et comme nous avons parlé l'autre jour, quand c'était des grandes maisons de viticulteurs qui avaient des chevaux, il y avait ce qu'on appelait le fumier, voilà. Donc ça servait bien. Mais pour toutes les petites maisons du village, moi je me souviens encore avoir vu les femmes descendre au passe de Bénouville sous le château. Alors là, justement, ma maison était en face de la rue. Tous les matins, il y avait les femmes descendaient leurs petits seaux à la Bénouville.
Et quand elles allaient faire leur lessive, également. Ah, au même endroit. Au même endroit. Mais l'eau allait nettoyer quand même. Oui, oui. Il y avait plus d'eau à l'époque, parce que depuis, il faut dire que Bénouville a été... il y a davantage d'eau dans la Bénouville. La Bénouville, enfin, elle coulait plus que ce qu'elle coule aujourd'hui quand même. Je ne sais pas pourquoi. Ben, aujourd'hui, elle alimente tous les villages en amont. Voilà, peut-être, et puis je ne sais pas. Mais effectivement, il n'y avait... Comme avant le tout à l'égout, toutes les petites maisons du village descendaient leur seau hygiénique jusqu'aux douves de Bénouville. Maintenant, il faut dire que il y a quand même, presque tout le monde avait une écurie, un cheval ou un cochon ou deux chèvres. Et alors c'était le fumier, ça partait dans le fumier du cheval, dans la chèvre ou du cochon. Hein. Comme on a pu voir lors de la visite de Boisseron, dans la petite rue Joseph Mermont, voilà. Ces habitants qui n'avaient pas d'espace avaient créé un petit espace pour eux. Et à l'époque, le châtelain n'était pas regardant. Voilà, non, il gère encore, oui. Vous vouliez nous parler, parce qu'on se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup de liens sociaux, ne serait-ce qu'autour du puits, autour de l'eau, parce qu'on s'y rencontrait pour aller chercher de l'eau chez les uns, chez les autres, ou au puits communaux. Oui. Et ce qui créait aussi des liens sociaux, c'était les commerces. Alors là, disons que il devait y avoir 14 commerces dans le village. Alors je peux essayer de me rappeler. D'abord, il y avait 3 marchands de vin, c'était des grossistes. Il y avait 2 courtiers, c'était ceux qui étaient l'intermédiaire entre les grossistes et les propriétaires. Pour le vin, c'était ça. Après, il y avait 1, 2, 3 épiceries. Alors, il y avait l'épicerie qui était sur la route de Lunel. Madame de Vic. Madame de Vic, qui elle était renommée, enfin pour moi, hein, qui était renommée pour ses bonbons. Elle avait des bocaux de bonbons et je me rappelle quand on allait chez elle, on allait acheter un ou 2 bonbons, parce qu'à cette époque-là, on n'achetait pas un sac. Après, il y avait Mme Grimard, oui. Les Doc Méridionaux, qui était un peu l'ancêtre des grandes surfaces, qui était bien achalandé, qui était alimenté par des camions qui venaient régulièrement apporter la marchandise, qui était propre. Et puis, et pour le situer, Mme Grimard, c'était là où il y a la fleuriste aujourd'hui. Oui, voilà, oui, la fleuriste, en face de le temple. Et cette épicerie avait un autre rôle, parce qu'il n'y avait pas le téléphone, si vous vous souvenez, oui. Avec le docteur Robert, oui. Qui était le médecin qui venait soigner les habitants du village. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez ce rôle? Oui, mais c'est-à-dire que, bon, le téléphone n'existait pas, enfin, il n'y en avait pas beaucoup, et c'était Mme Grimard qui faisait la postière pour faire le correspondante du docteur. C'est-à-dire qu'elle avait un cahier, voilà. Les gens venaient s'inscrire. Et puis alors, le docteur, le matin, quand il arrivait à Boisseron, il allait chez elle, et il voyait ses clients qui allaient voir. Donc ça, c'était bien organisé quand même. Très très bien organisé, parce qu'il avait, c'est ce qu'il appelait ses visites, qui étaient comme des consultations pour lui. Ah, voilà, c'était une consultation. Oui, et par contre, grâce au téléphone de Mme Grimard, s'il y avait une urgence, il se déplaçait quand même, parce que lui, chez lui, sa femme avait le téléphone. Voilà. Et elle savait où le joindre. Mais à l'époque, c'était donc le seul médecin, et c'était le médecin de campagne. C'est-à-dire qu'il soignait tout. Ah oui, oui, c'était... Il faisait tout. Puis quand il voulait faire une visite, c'était pas, ça ne dirait pas 5 minutes. Hein. On parlait de tout, il vous parlait un peu de tout, de chasse, de sa campagne c'était sympathique. C'était même une visite amicale. Oui, c'était un grand monsieur pour le village. Voilà. La tôle. La tôle du coffre. Alors il ne peut plus fermer son coffre. Alors plutôt que de faire une déclaration, j'ai dit tu m'envoies la facture, je paierai, puis on va remplir. Surtout que, enfin, bon, passons, allez, continue. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive au moins une fois. Alors on était les commerçants. T'es rebranché? C'est bon, c'est bon. On repart? Alors on commence. Donc on avait les trois... Attends, il y a encore le 3e épicerie qu'on n'a pas parlé. Oui, Philomène. Ah, Philomène. Alors Philomène, c'était l'épicière de toujours, quoi. Hein, du moins, alors là, c'était un poème. Parce que quand on rentrait, d'abord, il fallait faire attention de ne pas s'accrocher au ruban plein de glu qui accrochait les bouches. Alors là, quand même, il faudrait que je regarde si... C'est quel chapitre, ce tour? C'est le chapitre 5. 5, alors attendez. Il y avait l'odeur aussi quand on rentrait. Parce que là... Les odeurs. Voilà.
Bon, alors, il y avait une banque, et pas réfrigérée, c'était une espèce de banque. Et sur cette banque, bon, il y avait le Roquefort, et il y avait tous les produits. Le Cantal. Le Cantal, et puis tous les produits. Et c'était le même couteau qui servait à couper le Roquefort comme n'importe quoi. Hein. Elle l'essuyait à son tablier. Et elle l'essuyait à son tablier. Et puis devant sa banque, il y avait un grand bac en bois, c'était une espèce de petit tonneau, enfin de boîtier de tonneau, qui était plein d'anchois. Alors on l'a acheté trois anchois. C'était pas vendu dans des sacs en plastique, c'était vendu dans du papier de maïs. C'était du papier jaune, du papier de maïs. Voilà. Et bon, ça allait aussi bien que le plastique. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait encore de particulier? Elle vendait le pétrole, elle avait un bidon avec un robinet où elle vendait le pétrole, tout ça dans le magasin, l'odeur c'est pas important ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore qui était encore original dans sa main? Mais enfin, elle était très sympathique, très gentille. Comme il n'y avait pas de fenêtre, il y avait juste la porte-fenêtre, on ne voyait pas trop les mouches, on ne voyait pas trop tout ça. Ça fait que, puis à cette époque-là, elle n'était pas difficile. Non, et c'est attiré tous les gens du village. Et là, beaucoup, elle avait beaucoup de clients, ça allait bien. Surtout le centre. Tout le centre allait chez elle. Voilà, et c'était l'épicerie traditionnelle. Et je ne vois pas ce qu'il y avait encore de particulier. Si, sur l'étagère, il y avait quelques boîtes de conserve, des boîtes de sardines, des petites boîtes de conserve. Et je ne vois pas... Et cette épicerie, elle a duré très longtemps, parce que quand venaient encore les vendangeurs espagnols, qui venaient en nombre à la ferme, pour faire les pommes, tout ça, ils venaient acheter le peu qu'ils achetaient, ils venaient l'acheter là. Ah ben, et puis elle vendait aussi des morues sèches. Ces morues, la morue traditionnelle, la morue sèche. Alors là, elle s'était pendue, il y avait un clou, et les morues étaient accrochées comme des vestes. Donc on peut imaginer l'ensemble des odeurs. Voilà, il y avait le poisson, le pétrole, le roquefort, tout, ça faisait un amalgame de parfums, quelque chose de... Et c'est vrai, une forte pénombre. Une forte pénombre. Ah oui, là c'était assez obscur, il n'y avait pas la boule, elle n'éclairait pas, parce qu'il ne fallait pas trop dépasser. Alors la lumière venait simplement par la fenêtre, porte-fenêtre. Et cette épicerie a été la dernière fermée du village, parce qu'elle a été reprise par Madame Crémadès, oui. Qui l'a tenue très très longtemps. Oui. Et ensuite, c'est une autre Madame Lafaume, qui n'a rien à voir avec Maître Lafaume, qui l'a tenue jusqu'à sa retraite. Oui. Aussi. Et alors là, elle avait quand même mis... Ouais, là, il y avait des banques fraîches. D'abord, oui. Et puis on avait du lait frais, parce que voilà. M. Sadoul, à ce moment-là, avait des vaches, et il portait son lait frais en sachet. Voilà. Là, on pouvait avoir du lait frais chez... Comment elle s'appelait son prénom? J'ai oublié aussi. Madame Lafaume, son prénom. Ça, je peux pas vous... Son mari, c'était Jean. Oui, mais je ne me rappelle pas. Voilà. Et donc, elle a dû fermer dans les années 80. Elle a fermé tardivement. Ça s'est fermé tardivement. Pas tant si. Ah, si. Oui. Enfin, je ne sais pas bien exactement. Parce qu'il y avait les pensionnaires du château dès que les grandes surfaces ont commencé, tous ces magasins ont plié. Hein. Eh oui, c'était Sommières qui s'agrandissait. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Après, vous voulez nous parler des coutumes du village. Il y a quand même des métiers... d'autres magasins, pardon. Il y avait les 3 épiceries. Alors, et d'abord, il y avait aussi 2 cordonniers. 2 cordonniers, donc un qui s'appelait Caoussou. On l'appelait Caoussou, on s'est dit, enfin, bref, je ne vais pas dire son nom. Mais c'était le reste d'un cochon. Et ça, pas pourquoi? Quand il était petit, il était dans son Moïse, dans la cour, il y avait des cochons, il y a un cochon qui lui a mangé les 4 doigts. Les 4 doigts dans la baie. Alors il disait, je suis le reste d'un cochon. Et il avait son atelier où, lui? Alors son atelier était là où habite M. Courte maintenant. Ah d'accord, dans la petite rue de l'église. Dans la petite rue de l'église. Il y avait M. Peyre en haut. Et M. Peyre, il habitait là-haut, sur la rue, juste d'abord. Il y a sa petite fille qui habite et tout ça. Et il y avait aussi un maréchal Ferrand. Alors il y avait un maréchal Ferrand qui faisait serrurier. Et ça, alors, il se trouvait en bas de la rue comment ça s'appelle la route de Luyel? Oui, la route de Luyel, c'est la route au-dessus de la place des Platanes, là où habite actuellement M. Gazagne.
La maison où il y a dans le mur des têtes de taureau et des tridents. Non. Comme Barnous. Non, 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 non. Ah, ça va comme Barnous? Il habitait, enfin, son atelier était même derrière le café. Vous voyez le café? Ah, mais au début, alors, oui, d'accord. Et derrière le café, des remparts. Sur la route qui va à Lunel, comment elle s'appelle ta route? Frédéric Mistral? Frédéric Mistral, elle va à Lunel, oui. Oui, mais c'est rue Frédéric Mistral. Au début, il y avait Mistral, là, tout de suite, il y avait le monument mort, et puis après, il y a lui. Et M. Combarnous C'était là, ils étaient là. Après, ils se sont changés là-haut, là, sur la route. Mais au départ, c'était là. Et là, c'était la réunion de tous les... le soir, tous les gens venaient passer à discuter, là, les hommes venaient discuter. Et il y avait un jeu qui consistait... Il y avait une enclume qui faisait 120 kilos. Ça consistait à rattraper la enclume, la descendre et la remonter. Et il y avait quelques-uns qui arrivaient, mais pas beaucoup. Et c'était la distraction du soir, ça. Et ils allaient ferrer... Les chevaux venaient se faire ferrer là. Alors, les chevaux venaient se faire ferrer là. Parce que chaque année, il fallait changer les souliers des chevaux aussi. Hein. Alors, c'était M. Combarnous qui les changeait, qui les refaisait leurs sabots. Et puis, quand le cheval était malade, parce qu'il avait une espèce de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom particulier, ça, où les chevaux ne peuvent pas remuer. Une stèle. Un travail... je ne me rappelle pas du nom exactement. On rentrait le cheval là-dedans, il ne pouvait pas remuer, donc on le ferrait. Et en même temps, s'il était malade, le vétérinaire venait le soigner. Et ensuite, ils ont fini, enfin surtout leur activité, quand il n'y a plus de chevaux à un moment donné, parce qu'il n'y avait pas de chevaux de selle à l'époque, ils ont fait surtout de la ferronnerie. Donc beaucoup de ferronnerie de Boisseron a été faite par l'atelier. Ah, mais je ne sais pas, là. Il a fait, toutes sortes de... aussi bien un portail que des petits objets. Ils étaient deux, hein, M. Géniès et M. Combarnous. Et puis il y avait son beau-frère qui était... Lui, il était plutôt serrurier. Tandis que Pierre, lui, il était plutôt maréchal. Il devait y avoir des maçons? Alors, il y avait des maçons. Gardés. Il y avait Gardé, il y en avait peut-être une autre, qui était un super maçon d'ailleurs. Quand il faisait un travail, il n'avait pas besoin d'aller voir ce qu'il avait fait, c'était bien fait. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? On avait... je ne vois pas trop comment... La boulangerie? Alors la boulangerie, de nouveau, il y a une petite anecdote là. La boulangerie venait de Saint-Cériès. Elle venait avec c'était pas dans c'était un mulet, une carriole, et elle venait de Saint-Cériès vendre le pain à Boisseron. Alors quand elle partait de Saint-Cériès, elle mettait une couverture sur le pain. Mais quand elle arrivait à Boisseron, la couverture de dessus le pain allait sur le cheval. Et quand il pleuvait, pour protéger le pain, elle le mettait sur le pain, et puis ça allait sur le cheval. Voilà. Parfois, t'entends, il y a un poil de cheval sur le pain, peut-être, je me rappelle, on n'était pas regardé. Hein, et à partir de quand il y a eu une boulangerie? Parce qu'il y a une boulangerie à Boisseron. Eh bien, la boulangerie à Boisseron a dû se faire tout de suite après la guerre. Hein. Tout de suite après la guerre. Elle était en face de la mairie, dans la petite rue qui va à la mairie. Oui. Et il ne faisait que du pain. Il n'y avait pas de gâteau. Non. Voilà. Et après, c'est que quand elle s'est transposée, elle est allée sur la route de Montpellier. Sur la route de Montpellier, où elle est actuellement. Et avant de cette boulangerie, avant qu'il y ait cette boulangerie, c'était un marchand de grains, qui vendait du grain, du fourrage, enfin tout ce qu'il fallait pour nourrir les animaux du village. Et pour le journal, ça a toujours été important quand même. Alors le journal, théoriquement, il était amené, il y avait un monsieur qui le distribuait. Qui effectivement tous les matins passait et distribuait le journal à ceux qui étaient abonnés, pas dit. Et je ne sais pas s'il y avait un dépôt dans le village, peut-être... Il y avait la grand-mère de Serge Bérard, sur la place de l'église, qui avait un petit meuble, un buffet, et dans le buffet, il y avait dans les années 60, il y avait quelques journaux dessinés aux journaux féminins. Oui. Et ensuite, c'est Marcel Jean-Jean qui a pris la suite. Voilà, mais là, c'est plus tard. Oui. Voilà, plus tard, bon, c'était les années 70. Voilà. Où chez Marcel Jean-Jean, on trouvait le gaz, enfin les bouteilles de butane, et il distribuait le journal.
Il était mais ça, c'est déjà un peu plus récent. Hein. Ah, mais c'était pas plus tard que les années 70-80, hein. Oui, bien sûr, mais pour moi, c'est récent. D'accord, pour moi, ça l'est moins. Et je vois pas votre commerçant. Du tabac. Ah bah, il y avait le bureau au tabac. Alors les bureaux de tabac, à cette époque, enfin je ne sais plus maintenant d'ailleurs, hein, c'était les militaires de la guerre de 14 qui avaient la priorité et c'était eux qui tenaient le bureau de tabac. Et puis, le premier, il était où donc? Vous voyez, il y avait l'auberge là, hein, Oui. en remontant après. Vous savez, quand, tout de suite, vous voyez la placette. Oui. Eh bien, sa maison correspond entre la placette et la petite rue qui monte, la rue de la porte, de la vieille porte, je crois. Oui, c'est ça. Il était là. Ah, en face, à la maison de M. Jean. Exact, là, je vois. Moi, ça, j'ai jamais connu. Au niveau des coiffeurs, parce que je sais qu'avant qu'il y ait les Sanchini, il devait y avoir un coiffeur. Alors, les coiffeurs, ça, avant Sanchini, je ne vois pas. Non, Ça, donc on regarde Sanchini sur la place des Platanes. Je ne vois pas qui c'est. Ça, je ne sais pas vous le dire, je ne peux pas le savoir, je ne vois pas de coiffeur. Quand vous parliez de marchands de vin, c'était des grandes maisons, on en trouve encore des noms qui apparaissent. Oui. Vous pourriez nous parler un peu de ces... Eh bien, d'abord, pour commencer, les propriétaires faisaient leur vin chez eux, et puis le courtier passait chez le propriétaire et achetait du vin pour ces commerçants, ces commerçants qui, eux, alimentaient toute la France. Le vin de Boisseron, bon, il y a plus que nous quand même, mais enfin, partait dans toutes les directions. Et alors justement, comme il n'y avait pas de camions, les camions encore n'existaient pas, on amenait avec des charrettes et des chevaux, des grosses charrettes Sprick, amenait les tonneaux à la cave, à la gare. Et les trains, voilà, partaient en train. Alors il y en a qui partaient directement en tonneau, en fût, qui faisaient, les tonneaux devaient faire 600 litres, et d'autres étaient pompés dans des wagons-citernes. Et il y avait donc la distillerie, la distillerie, c'est les bouillons. Non, Tivan. Tivan. Qui était vers le poste à essence maintenant derrière. Voilà, oui, c'est ça. Derrière. Oui. Ce qui est devenu Hortiplus. Oui, c'est ça. Tout ça, c'était la grande distillerie. C'était un distillateur qui distillait le marc des raisins, et les lits, qui faisait de l'alcool, quoi. Il y avait une odeur dans le village qui était... Oui, quand il distillait le marc, il y avait une bonne odeur d'alcool qui... Enfin, c'est pas l'alcool. C'est pas l'alcool, c'est de marque chauffée. C'est une odeur très particulière. C'était pas désagréable, c'était pas une mauvaise odeur, hein. C'était pas désagréable du tout. Y avait-il un berger? C'est pas un commerce. Berger, de tout temps, il y a eu des bergers, mais le plus important, ça a été quand il y a eu M. Méjean, le fils Jacques Méjean, mais ça, déjà, c'était après la guerre, hein, c'était bien plus tard. Mais avant, il y avait des petits bergers, il y avait les propriétaires avaient une dizaine de moutons, il n'y avait pas enfin, que j'ai connu, hein, il n'y avait pas de gros troupeaux. C'est M. Méjean qui a créé, qui a eu une bergerie importante. Justement, sur cette ancienne route de Saunière, derrière les Mazes. Voilà, derrière les Mazes, oui. Et après, il est parti en pleine campagne, il est parti sur la route de Montpellier. On l'a fait courir parce que ces odeurs dérangeaient les gens. Eh oui. Je pense qu'on a fait le tour des commerces qu'il pouvait y avoir à Boisseron. Il y a peut-être oublié, parce que je m'excuse de prendre ce que j'ai À oublié. ce moment-là, il y avait beaucoup de couturières, de petits ateliers de couture. Hein, ah ben oui, chacun... Il y avait beaucoup de dames qui savaient coudre, et il y en avait qui étaient plus douées les unes que les autres, et qui allaient faire... bon, je vous dirais que moi, c'est un sujet que je ne connaissais pas trop. Et où je vois chez moi, il y avait une dame qui venait régulièrement avec ma mère me tricoter, me construire. Coudre, oui, les couturières venaient parfois à domicile, voilà, pour remettre en état la garde-robe, voilà, des lieux. Et elles travaillaient parfois chez elles, où on allait faire les essais. Voilà. D'accord.
Oui, parce qu'il n'y avait pas des grands magasins où on vendait. Alors, souvent, il y avait des femmes qui étaient spécialisées pour faire des pantalons, par exemple. C'est ça, je me rappelle, oui. Il y avait des dames à Boisseron qui étaient spécialistes pour faire des pantalons. Alors, on achetait le tissu, elle venait, elle coupait le pantalon, enfin bref, moi, je n'étais pas là pour voir. Hein. Et il y avait aussi on dira, des commerçants ambulants qui venaient régulièrement. Le matelassier, par exemple. Pour les matelas. Ah, oui, je crois que j'étais une ou deux fois par an. Le matelassier venait de Soubière, il venait, puis bon, les gens qui avaient envie de faire le matelas, parce que c'était des matelas en laine, c'était pas des matelas comme aujourd'hui. Hein. Alors chaque année, enfin, je sais pas, hein, il fallait refaire son matelas. Alors il cardait la laine, et puis il refaisait le matelas, voilà. Et il le faisait directement chez les gens? Ah, je le faisais directement chez les gens. Et dans la cour, et quand il n'y avait pas de cour, c'était dans la rue. Hein. Et puis il y avait aussi un petit, dans les ambulants, il y avait un monsieur qui venait pour réparer les casseroles, boucher les trous des casseroles. Parce que maintenant les casseroles sont en émail, parce qu'avant, autrefois c'était de la tôle, Et alors elles se trouvaient et lui il venait boucher avec du plomb et de l'éther, je ne sais pas quoi, il bouchait les trous des casseroles. Il venait une ou deux fois par an. Est-ce que c'était le même qui aiguisait les couteaux? Non, aiguiser les couteaux c'était occasionnel. Hein, enfin, je pense voilà ce qui venait régulièrement. De temps en temps, il y a un type qui criait et qui lui aiguisait les couteaux. Mais bon, c'est comme il y avait aussi de temps en temps, il y avait un monsieur qui criait qu'il achetait les pots de lapin et qui vendait en cachette hein, des petites bouteillettes pour faire du pastis. Et bien c'était interdit. Alors c'était vendu en cachette. Alors lui dit, tu en as? Oui, combien tu en veux? Deux flacons. Ah ben donne-moi 2 flacons. Parce qu'il faut rappeler que quand on était viticulteur, on était bouilleur de cru. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Non, et ça c'est en général, tous les qui avaient des fruits pouvaient faire 1000 degrés. 1000 degrés, c'est-à-dire, ça fait à peu près, je ne sais pas, il faudrait faire la division. Tous les propriétaires ont droit à 1000 degrés, ce qui représentait faire de l'alcool. De l'alcool, à 60 degrés. Hein. Alors, chaque année, il venait à Boisseron, à part la distillerie M. Tuvan, hein, mais c'était surtout avant un petit bouilleur de cru qui avait une petite distillerie ambulante qui venait, qui se mettait sur une place publique ou dans un hangar, et qui alors on apportait son tonneau de vin, en principe un tonneau qui faisait 120 litres, et il le distillait, il vous donnait l'alcool. Et avec cet alcool, on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Hein. Et c'est de là que vous faisiez le pastis, le liqueur, le vin de Loire, on pouvait mettre des fruits dans l'alcool, c'était bien, Faire la Carthagène, la Carthagène, tout ça c'était à base d'alcool, Et puis, mais M. Tuvan, il ne faisait pas trop le bouilleur de cru, parce que lui, comme il faisait surtout, il ne faisait pas trop la distillerie. Il a mais en principe, c'est pas lui qui le faisait. C'était un bouilleur de cru. Alors il y a quelque chose, c'est que dans tous ces grands bâtiments de M. Tuvan, celui qui est contre la station-service, oui. La toute petite maison qui est en bout qui servait de bureau, ça a été la première bibliothèque qui a été créée à Boisseron oui. Par Madame Trambouze. Par Madame Trambouze, oui. Uniquement avec sa bonne volonté, les gens qui donnaient. Et c'était, il faut voir que c'était pas si vieux que ça. Pour vous, c'était hier. Pour moi, c'était encore plus près. C'était en 1980. C'est possible. Que pendant plusieurs années, Madame Trambouze a ouvert la première bibliothèque à Boisseron, dans ses bureaux de cette distillerie, juste là où il y a le poste à essence. Le poste à essence est arrivé tardivement à Boisseron. Oui, je ne me rappelle pas bien exactement, mais tout ça c'est venu bien après la guerre. Bien après. Bien après la guerre, je ne sais pas.